Je m'appelle Olivia Hale, et la dernière fois que mon père m'a regardé dans les yeux, il m'a dit que j'étais morte pour lui. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, aux funérailles de ma mère, je me tenais là, en grand uniforme bleu de la marine, tandis qu'il s'avançait vers moi avec ce même vieux sourire suffisant, comme si j'avais toujours 16 ans, toujours effrayée, toujours la fille qu'il pensait pouvoir faire disparaître par la honte. Il s'est penché et a chuchoté. Alors, tu as enfin retenu la leçon. Et à ce moment-là, après 2 décennies de silence, après avoir construit une vie dont il ne m'aurait jamais cru capable, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Calme comme une marée tranquille ». Oui. Alors, rencontrer mon mari. Mais avant de pouvoir expliquer qui je suis devenue, je dois vous dire qui j'étais. 20 ans plus tôt, j'étais une élève de seconde maigrichonne dans une petite ville du Midwest, le genre d'endroit où les gens vous jugeaient encore à l'église que vous fréquentiez, à l'état de votre pelouse et à la réputation de votre nom de famille lors des matchs de football du vendredi. Mon père accordait beaucoup trop d'importance à toutes ces choses. Ce n'était pas exactement un homme mauvais, juste un homme fier, un homme rigide, un homme qui pensait que la réputation était quelque chose de fragile comme le verre et que son travail consistait à la protéger des rayures. Ma mère était plus douce, plus silencieuse, le genre de femme qui gardait toujours les mains croisées et faisait des phrases courtes pour maintenir la paix. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais têtue, curieuse et assez naïve pour croire que le premier amour rimait avec toujours. Il s'appelait Matthew. Il avait 1 an de plus que moi, travaillait à temps partiel à la quincaillerie et avait ses joues douces et mal rasées qui le faisaient de paraître plus vieux que ses 17 ans. Il me faisait rire, il me donnait l'impression d'exister. Et de toutes les pires manières, il m'a fait me sentir adulte. Je me souviens encore du jour où le test de grossesse s'est révélé positif. J'ai fixé ces 2 lignes roses dans la cabine étroite des toilettes du lycée. Le bruit des filles qui bavardaient et fermaient leurs trousses de maquillage résonnait sur le carrelage. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. Je me suis juste sentie figée, comme si le monde était devenu silencieux autour de moi et que seule, je pouvais entendre le tic-tac de mon propre rythme cardiaque. Quand je l'ai dit à Matthew, il s'est figé. Pas de la manière dont mon père le ferait plus tard, mais comme un garçon réalisant soudainement que le jeu auquel il jouait avait de vraies règles et des conséquences. Il a promis qu'il trouverait une solution, mais la semaine suivante, sa mère l'avait transféré dans un autre lycée et il a cessé de répondre à mes appels. J'ai appris alors à quelle vitesse un avenir peut s'évaporer. Le dire à mes parents a été plus difficile. Je l'ai répété pendant des jours, chuchotant dans mon oreiller la nuit, imaginant le visage de mon père se décomposer, ma mère s'effondrer en larmes. Mais la réalité fut pire, bien pire. C'était un jeudi soir. La cuisine sentait le rôti de bœuf et les oignons, et les informations bourdonnaient doucement en fond sonore. J'ai attendu que le dîner soit terminé, que papa plie sa serviette comme il le faisait toujours, 2 fois dans le sens de la longueur, 1 fois dans le sens de la largeur, avant de s'éclaircir la gorge et de demander si j'avais des devoirs. « Papa » ai-je dit, la voix brisée. « Je dois vous parler, à toi et à maman. » Il avait l'air agacé avant même de savoir pourquoi. Il était juste comme ça. Mais quand les mots sont sortis, « Je suis enceinte », le monde a semblé se fendre. Ma mère a haleté et couvert sa bouche. Mon père s'est figé, la rougeur montant dans son cou comme un thermomètre atteignant le point d'ébullition. « Tu quoi » a-t-il dit, d'une voix basse et dangereuse. J'ai essayé de parler, mais il m'a coupé. « Aucune de mes filles tu ne vas jeter la honte sur cette maison. Tu veux agir comme une adulte ? Très bien, va en être une. » Ma mère a murmuré. « Robert, s'il te plaît, elle a peur. » Mais il a repoussé sa chaise si fort qu'elle a raclé le sol. « Sors, » a-t-il dit. « Si tu passes cette porte ce soir, tu ne reviens pas ?» J'ai fait mon sac à dos avec des mains tremblantes. Juste des vêtements, mes livres d'école, une photo encadrée de ma mère et moi à la foire du comté. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, j'ai senti la main de ma mère frôler la mienne pendant une demi-seconde,
douce et tremblante. Mais elle ne m'a pas retenue. Elle ne le pouvait pas. Elle était prise au piège entre l'homme qu'elle avait épousé et la fille qu'elle voulait protéger. Dehors, l'air était assez froid pour piquer la peau. J'ai marché jusqu'à la gare routière. Je me suis assise sur un banc en plastique dur sous des néons bourdonnants. J'ai serré ma veste autour de moi et j'ai pressé ma paume contre le petit renflement de mon ventre. Ça ne se voyait pas vraiment encore, mais j'avais besoin de ce contact, de quelque chose pour m'ancrer, quelque chose pour me rappeler que je n'étais pas vraiment seule. Cette nuit-là, j'ai appris le goût de la solitude, et de la peur, et de la colère, et de quelque chose d'autre, quelque chose de petit mais de puissant, la détermination. Car si mon père croyait que me mettre à la porte allait me briser, quelque chose en moi me murmurait que je devais survivre. Pas seulement pour moi, mais pour le petit battement de cœur qui grandissait en moi. J'ai passé les jours suivants à rebondir entre des canapés et des chambres d'amis, essayant de ne pas abuser de l'hospitalité. Un conseiller d'orientation du lycée m'a glissé une liste de foyers et de centres de soutien. Une femme gentille à l'église m'a donné 2 sacs de courses. Et pourtant, la honte s'accrochait à moi partout où j'allais. J'entendais des chuchotements. Je voyais le jugement dans des yeux qui m'accueillaient autrefois avec chaleur. Mais j'ai aussi appris quelque chose que mon père n'a jamais compris. La gentillesse peut pousser dans les fissures où la fierté s'effondre. Et les étrangers peuvent parfois donner plus d'amour que les liens du sang. Les premières semaines de grossesse ont été un tourbillon de nausées, d'épuisement et de peur de ce qui allait suivre. Mais quelque part au milieu de tout ça, une graine de force a commencé à pousser, lente, têtue et constante. Une force dont je ne savais pas que j'aurais besoin pour les 20 prochaines années. Et une force à laquelle mon père allait se retrouver confronté aux funérailles de ma mère. Les semaines qui ont suivi mon départ de la maison m'ont donné l'impression d'avancer dans un brouillard épais et glacial, chaque pas étant lourd, chaque souffle incertain. Je n'avais aucun plan, aucun argent en dehors de ce que j'avais économisé en faisant du babysitting, et personne dont je sentais que je pouvais être le fardeau trop longtemps. Les gens étaient gentils par de petites attentions éphémères, un pasteur qui m'a offert un repas chaud, la mère d'un camarade de classe qui m'a laissé dormir sur leur canapé pendant 2 nuits, un caissier d'épicerie qui a discrètement glissé une boîte de biscuits supplémentaires dans mon sac. Mais rien n'était stable et rien n'était à moi. À la fin de la 2e semaine, l'épuisement m'a frappé comme un train de marchandises. J'avais la nausée la plupart des matins et j'étais terrifiée chaque nuit. En marchant en ville, j'imaginais sans cesse le camion de mon père ralentir à côté de moi, sa voix m'ordonnant de rentrer à la maison avec ce mélange de colère et d'autorité sous lequel j'avais grandi. Mais il n'est jamais venu, pas une seule fois. Il pensait vraiment chaque mot quand il avait dit que j'étais morte pour lui. Le tournant s'est produit un froid samedi matin. J'étais assise sur le trottoir devant la bibliothèque, serrant mon sac à dos, ma valise de fortune, tandis que mon souffle s'enroulait comme de la fumée dans l'air. Je n'avais pas mangé depuis la veille, trop embarrassée pour demander plus de nourriture au garde-manger de l'église. C'est alors qu'une petite femme âgée a franchi la porte de la bibliothèque. Elle portait un gilet bleu poudre et tenait une pile de livres rendus contre sa poitrine. Elle m'a regardée pendant une longue seconde, non pas avec jugement, mais avec reconnaissance. « Ma chérie », a-t-elle dit doucement, « tu as l'air d'avoir besoin d'un endroit chaud où t'asseoir. » Elle s'appelait Madame Callahan, bien qu'elle m'ait demandé de l'appeler Irène. Elle était veuve depuis des années, vivait seule dans une petite maison au volet vert menthe et faisait du bénévolat à la bibliothèque pour avoir une raison de sortir de chez elle, comme elle le disait. Elle ne connaissait pas mon histoire quand elle m'a invitée pour la première fois à prendre le thé. Elle savait juste à quoi ressemblait la solitude. À l'intérieur de sa maison, tout sentait légèrement la cannelle et le nettoyant au citron. Elle a versé le thé, coupé une tranche de pain aux bananes et a attendu, sans fouiller, sans deviner, jusqu'à ce que je parle. Et quand je l'ai enfin fait, expliquant la grossesse, la réaction de mon père et les nuits que j'avais passées à rebondir d'un endroit à l'autre, elle n'a pas halté, ni grondé, ni eu l'air déçue. Elle a simplement tendu la main, tapoté la mienne et a dit « Aucun enfant ne devrait traverser ça seul. »
Cet après-midi-là, elle m'a offert la chambre de son sous-sol. Ce n'était pas grand-chose, un petit espace avec un lit simple et une fenêtre étroite. Mais c'était chaud, sûr, et c'était à moi. J'ai pleuré cette nuit-là, silencieusement, en partie de soulagement et en partie de la douleur de réaliser à quelle vitesse ma propre famille m'avait jeté de côté comparée à la douceur avec laquelle une étrangère m'avait fait une place. Vivre avec Irène n'a pas tout résolu, mais cela m'a donné de la stabilité. Elle m'a appris à budgétiser le peu d'argent que je gagnais dans un petit restaurant où elle m'avait aidé à trouver un emploi. Elle me conduisait à mes rendez-vous prénataux quand les nausées devenaient accablantes. Elle m'a appris comment faire une liste de courses, comment faire durer $1 et comment garder la tête haute quand les gens chuchotaient dans mon dos au magasin. Tu ne leur dois pas la moindre explication, disait-elle. La honte ne grandit que lorsqu'on la nourrit. Lentement, j'ai terminé mes cours du soir pour obtenir mon diplôme. Le centre d'éducation pour adultes se trouvait dans un immeuble de bureaux reconverti près de l'autoroute, sentant la vieille moquette et les marqueurs effaçables. La plupart des étudiants étaient plus âgés, des travailleurs licenciés, des parents isolés, des gens essayant de recommencer à zéro. Je m'y sentais parfaitement à ma place. À leurs yeux, je n'étais pas l'adolescente enceinte qui avait embarrassé sa famille. J'étais juste une autre personne essayant de se construire un avenir. Un soir après les cours, un homme en uniforme se tenait près de la réception, discutant avec quelques étudiants. Il portait le grand uniforme bleu marine, sa posture était impeccable, son sourire facile. L'écusson sur son bras a attiré mon attention avant tout le reste, une encre. Quelque chose dans ce symbole, stable, ancré, m'a attiré. C'était un recruteur de la marine faisant une visite de sensibilisation. Quand je suis passée près de lui, il a hoché la tête poliment. « Bonsoir, vous pensez aux prochaines étapes après votre diplôme ?» J'ai hésité. « Pas vraiment. J'essaie juste de passer cette semaine. » Il a souri doucement, comme s'il entendait la vérité dans ma voix. « Si jamais vous voulez discuter de vos options, la marine a des programmes pour les jeunes parents. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail stable. De la structure, des soins de santé, un logement. » Les mots se sont posés en moi comme des pierres coulant dans une eau calme. Structure, soins de santé, logement, toutes les choses dont j'avais désespérément besoin. Mais j'ai balayé l'idée au début. Je ne pouvais pas m'imaginer en uniforme. Je croyais à peine pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois, puis vint la nuit où l'inquiétude a failli m'engloutir tout entière. Je me suis réveillée avec des crampes aiguës. « Rien de dangereux », a dit le médecin le lendemain, juste du stress. Mais dans ces heures sombres, j'ai réalisé à quel point ma situation était fragile. J'avais besoin de plus que de la gentillesse et des solutions temporaires. J'avais besoin d'un avenir. J'ai commencé à faire des recherches discrètement, lisant des brochures, regardant des vidéos, parlant à nouveau au recruteur, cette fois avec de vraies questions. Il n'a rien embelli. Le camp d'entraînement serait brutal. Je devrais quitter mon bébé pour la durée, 8 semaines. Cela me paraîtrait une éternité. Mon enfant aurait besoin d'un tuteur pendant ce temps. Quand je l'ai dit à Irène, elle n'a pas hésité. « Si c'est ce que tu veux, je m'occuperai du bébé. J'ai élevé 3 garçons. Un de plus ne me fera pas peur. » J'ai pleuré alors. Non pas de peur, mais d'un amour si inattendu qu'il m'a bouleversée. Le jour où mon bébé est né, j'ai tenu ce petit paquet chaud contre ma poitrine et j'ai murmuré une promesse. « Tu ne connaîtras jamais le genre d'abandon que j'ai connu. Je vais nous construire une vie que personne ne pourra nous enlever. » La maternité à 16 ans était accablante. Les nuits se confondaient. Les couches, les biberons, un épuisement si profond que je me sentais vide. Mais chaque fois que je regardais mon enfant, ses yeux doux, ses petits doigts s'enroulant autour des miens, je sentais un feu grandir en moi. 3 mois plus tard, je suis partie pour l'entraînement de base. Être debout à l'aéroport, regarder Irène tenir mon bébé contre elle pendant que je m'avançais vers la porte d'embarquement m'a presque brisée. Mais j'ai continué à marcher, car parfois, s'éloigner de son passé est la seule façon de marcher vers son avenir. Je ne le savais pas alors,
Mais cette décision allait façonner les 20 prochaines années de ma vie et me ramener directement sur les marches de l'Église, où mon père se figerait à la vue de la femme qu'il n'aurait jamais imaginé que je puisse devenir. Le camp d'entraînement m'a dépouillée de tout et m'a reconstruite de l'intérieur. Le premier matin, avant même que le soleil n'ait pensé à se lever, un coup de sifflet a retenti dans les casernes et les bottes ont tonné sur le sol. Je me suis redressée d'un bond, le cœur battant à tout rompre, pensant une fraction de seconde que j'étais de retour dans la maison de mon père et qu'il criait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la colère. C'était un commandement, de la structure, un but. Debout, bouger, bouger, bouger. Ces premières semaines ont été un tourbillon de sueur, de muscles douloureux et de peurs ravalées juste pour faire place à la détermination. J'étais plus jeune que la plupart des recrues, mais je portais un poids intérieur plus lourd qu'aucune d'entre elles ne pouvait le voir. Quand on nous ordonnait de courir des kilomètres dans l'aube glaciale, je pensais à mon enfant dormant en sécurité dans les bras d'Irène. Quand nous rampions sous les barbelés sur le ventre, je pensais à la nuit où j'avais été jetée hors de chez moi. Quand un officier marinier me disait que je n'avais pas ce qu'il fallait, j'entendais les mots de mon père résonner, morte pour moi, et je me poussais encore plus loin, encore plus vite. Je n'étais pas la plus forte, je n'étais pas la plus rapide, mais j'étais celle qui refusait d'abandonner. J'ai trouvé mes marques lentement, je me suis fait quelques amis, j'ai appris à recevoir des ordres et à respirer à travers les moments où ma poitrine se serrait tellement mon bébé me manquait. Les lettres d'Irène étaient ma bouée de sauvetage. Elle écrivait sur le premier rire du bébé, la première fois que de petits doigts s'étaient enroulés autour des siens. La façon dont l'enfant regardait vers la porte comme s'il s'attendait à me voir entrer. Je pleurais doucement dans mon oreiller après l'extinction des feux, étouffant les sons pour que personne n'entende. Mais chaque larme aiguisait ma détermination. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de base, je me tenais plus droite. Mon uniforme convenait non seulement à mon corps, mais aussi à une partie de mon esprit que je ne savais pas en attente. Quand ils m'ont épinglé mon insigne, j'ai imaginé ma mère applaudissant doucement et mon père se tenant au fond, faisant semblant de ne pas être fier. Mais la réalité était différente. La seule personne qui m'attendait à la maison était Irène, berçant mon bébé sur la balancelle de son Porsche. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. La marine m'a ensuite envoyé suivre une formation spécialisée, la logistique. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était l'épine dorsale des opérations. Qu'est-ce qui va où? Qui reçoit quoi? Comment les fournitures se déplacent pour que tout continue de fonctionner? Cela faisait appel à la partie de moi qui avait soif d'ordre après une enfance de chaos émotionnel. Les plannings, les listes de contrôle, les procédures. La formation était exigeante. Mais j'ai découvert quelque chose de surprenant. J'étais douée pour ça. Douée pour la résolution de problèmes. Douée pour rester calme quand les autres paniquaient. Douée pour voir les points de connexion qui échappaient aux autres. Mes instructeurs l'ont remarqué. Pour la première fois de ma vie, les figures d'autorité ne me regardaient pas avec déception. Ils me regardaient avec conviction. Chaque fois que je gagnais un certificat ou réussissais une évaluation, je glissais le papier dans un dossier que je gardais dans mon armoire murale. Sur le devant, j'avais collé la carte de Noël que ma mère m'avait envoyée secrètement des mois plus tôt, un rappel discret que quelque part sous tout ce silence et cette honte, elle se souciait toujours de moi. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai reçu mes ordres pour ma première affectation. En descendant de l'avion de transport, en voyant des rangées de marins se déplacer avec une efficacité expérimentée, en entendant le bourdonnement des moteurs et des grues, en sentant le mélange de sel, de diesel et de goudron chaud, j'ai senti pour la première fois que j'avais ma place quelque part. J'ai envoyé de l'argent à la maison dès que j'ai pu, insistant pour qu'Irène en dépense une partie pour elle-même, même si elle protestait. Elle était la seule famille qu'il me restait, et elle élevait mon enfant avec plus d'amour que je n'en avais jamais connu dans mon propre foyer. La vie a trouvé son rythme. Travail, sommeil, appel à la maison quand les fuseaux horaires s'alignaient. J'ai manqué des anniversaires, les premiers pas et les premiers mots, chaque absence creusant une douleur sourde dans mon cœur. Mais chaque retrouvaille comblait cette douleur avec quelque chose de plus fort.
la gratitude. Mon enfant courait vers moi à bras ouverts chaque fois que je rentrais en permission, babillant des histoires et s'accrochant à mon uniforme avec de petites mains collantes. Son rire est devenu mon son préféré. Les années ont passé. J'ai appris à diriger de petites équipes, puis de plus grandes. J'ai gagné la confiance d'officiers qui avaient autrefois douté qu'une jeune mère puisse supporter le stress. J'ai été promue, puis promue à nouveau. La fille qui avait dormi dans des bus et sur des canapés gérait maintenant des opérations valant des millions de dollars. La prédiction de mon père selon laquelle j'avais gâché ma vie s'est dissipée comme du brouillard, brûlée par le soleil du matin. Pourtant, il y avait des nuits où je restais éveillée à fixer le plafond de la caserne ou du petit appartement que j'ai loué plus tard, m'interrogeant sur mes parents, me demandant si ma mère pensait à moi, me demandant si mon père s'était un jour adouci. Mais le passé était une pièce que je gardais fermée, trop poussiéreuse et douloureuse pour y retourner. Un souvenir persistait au-dessus des autres. Le jour où je suis rentrée en permission, quand mon enfant avait 4 ans, je portais mon uniforme, des rubans impeccablement repassés, soigneusement alignés. Irène avait habillé mon enfant d'une petite tenue et brossé ses cheveux avec tant de soin. Nous avons décidé de marcher jusqu'en ville pour une glace. Les gens dévisageaient, mais pas avec jugement cette fois, avec curiosité, et même du respect. Un vétéran plus âgé s'est approché de moi devant le glacier, a salué avec des doigts tremblants et a dit « Fier de vous, jeune dame ». J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était le genre de fierté paternelle dont j'avais rêvé toute ma vie. Mais ce moment a mis autre chose en évidence. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre du rejet de mon père. J'avais construit quelque chose de vrai, quelque chose de fort. Et même s'il ne le voyait jamais, moi je le voyais. Mon enfant le voyait. Irène le voyait. La décennie suivante a avancé en chapitres constants. Des déploiements, des retours, des vacances passées avec des amis qui sont devenus une famille. J'ai vu mon enfant grandir, devenir plus grand, plus courageux, plus sage. Nous avons déménagé dans une petite maison hors de la base, peint la cuisine en jaune pâle car cela me rappelait les matins avec Irène. Et puis un jour, l'amour est arrivé silencieusement. Pas dramatique, pas un tourbillon, juste constant et sincère. Il n'était pas dans la marine, bien qu'il respectait mon service. Il avait des yeux chaleureux, des mains fermes et un calme qui manquerait. Il a aimé mon enfant aussi naturellement qu'il respirait. Et il m'a aimée avec une patience que je ne savais pas comment recevoir au début. Lentement, je l'ai laissé entrer. Il est devenu mon mari, mon partenaire, et la preuve que mon passé ne me définissait pas. J'avais survécu à l'impossible. J'avais construit une vie que je pensais autrefois hors de portée. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu prédire, c'est que cette vie, cette force, cet amour, se retrouverait un jour face à face avec l'homme qui m'avait jeté dehors. Et dans cette confrontation, tout allait basculer. L'appel est arrivé par un banal mardi après-midi, le genre où rien ne semble prêt à changer votre vie. Je venais de terminer un long quart de travail, toujours dans mes bottes d'uniforme, poussiéreuse d'avoir marché 2 fois le long de la jetée. Mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas, l'indicatif régional de ma ville natale. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Pendant 20 ans, les appels de cet endroit n'avaient apporté que de vieux fantômes. Mais quelque chose, peut-être l'intuition, peut-être la petite douleur qui vivait encore dans un coin de mon cœur, m'a poussé à répondre. « C'est Olivia » a demandé une voix de femme, douce et fragile sur les bords. « Oui » ai-je dit prudemment. « Qui est à l'appareil » ? « C'est Linda Grant. J'habitais 3 maisons plus bas que tes parents. Ta mère ? Eh bien, elle m'a demandé de t'appeler si les choses tournaient moins mal. » Le monde a semblé s'arrêter un instant. « Mal comment » ai-je demandé, bien que je sentais déjà la réponse se former comme une ecchymose. « Ta mère est malade depuis longtemps. Elle ne voulait pas que ça se sache. Ton père, il ne voulait pas que les gens parlent, mais elle a toujours espéré que tu rentrerais un jour. » Je me suis assise lourdement sur le banc devant le bâtiment, mon cœur tambourinant contre mes côtes. À quel point est-elle malade ?
Il y a eu une pause. Soins palliatifs, a-t-elle fini par murmurer. Ça ne sera plus long maintenant. J'ai senti quelque chose en moi se défaire. Pas la rupture nette de la colère, mais la déchirure lente du regret. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis 2 décennies. Elle avait essayé par de petits moyens cachés. Des cartes de vœux glissées dans des enveloppes, des appels téléphoniques chuchotés passés depuis des cabines téléphoniques d'épicerie quand ça existait encore. Mais elle ne s'était jamais dressée contre mon père. Pas quand ça comptait le plus. Pourtant, c'était ma mère. La femme qui m'avait tenu les cheveux quand j'étais malade, enfant. La femme qui m'avait appris à tresser la pâte à pain, à coudre un bouton, à plier le linge chaud sortant du sèche-linge. La femme qui avait essayé de toucher ma main alors que je sortais cette nuit froide. Où est-elle? Ai-je demandé. Mais au moment où Linda a prononcé le nom du centre de soins palliatifs, j'ai senti la vérité s'installer dans mes os comme de l'eau glacée. J'arriverai trop tard. Je l'ai dit à mon mari ce soir-là. Il n'a pas dit « Tu devrais y aller » ou « Tu lui dois bien ça ». Il a simplement enroulé ses bras autour de moi et a dit « Quelle que soit la décision que tu prendras, je suis avec toi ». Sa stabilité m'a ancrée, même si de vieux souvenirs se bousculaient comme une tempête. 2 jours plus tard, j'ai reçu le deuxième appel. Cette fois, je n'ai pas du tout reconnu la voix. C'était un homme des pompes funèbres. Ma mère était partie. Les funérailles auraient lieu la semaine suivante. J'ai fixé le mur pendant un long moment après avoir raccroché. 20 ans de distance se sont effondrés en quelque chose de tranchant et de claustrophobe. Le chagrin se mêlait à la culpabilité, la colère au manque. Je ne savais pas où chaque émotion commençait, ni où elle s'arrêtait. Mon mari s'est approché doucement. « Est-ce que tu rentres » a-t-il demandé. J'ai failli dire non. Y retourner signifiait affronter mon père, l'homme qui m'avait jeté comme une ordure. L'homme qui m'avait effacé de la famille, comme on raye une ligne dans un grand livre de comptes. L'homme qui avait refusé de laisser ma mère prononcer mon nom à voix haute. « Comment pourrais-je » ai-je murmuré. Il a glissé sa main dans la mienne. « Parce que ta mère mérite d'être honorée et parce que tu as besoin de tourner la page. Pas pour lui, pour toi. » Cette nuit-là, je suis restée assise à la table de la cuisine, bien après que tout le monde se soit endormi. Mon uniforme de la marine était soigneusement suspendu au dos d'une chaise. Ses lignes impeccables et ses insignes polis étaient la preuve physique de la vie que j'avais construite sans l'approbation de mon père. J'ai plongé la main dans une vieille boîte à souvenirs et j'en ai sorti la carte de Noël que ma mère m'avait envoyée des années auparavant. L'écriture était tremblante, l'encre effacée par le temps. « Je t'aime, Libby ». Ces 4 mots m'avaient emporté à travers les années les plus dures de ma vie. Et soudain, la décision est devenue claire. Je rentrerai, non pas comme la fille effrayée qu'il avait abandonnée, non pas comme l'erreur qu'il croyait que j'étais, mais comme la femme que j'étais devenue. Le jour du vol m'a paru surréaliste. Je portais mon grand uniforme, non pas pour faire le spectacle, mais parce qu'il représentait la vérité. Ma vérité. La vérité que ma mère avait discrètement célébrée même quand elle ne pouvait pas la dire à voix haute. Mon mari m'a tenu la main pendant les turbulences, pendant les moments de silence, pendant la grande inspiration que j'ai prise en descendant de l'avion sur le sol d'une ville qui ne me semblait plus être la mienne. Quand nous nous sommes garés sur le parking de l'église, je me suis figée, non par peur, mais à cause de l'étrange sensation d'entrer dans une photographie. Tout était familier, mais décoloré. Le clocher blanc, les volets écaillés, le petit jardin que ma mère avait l'habitude d'entretenir chaque printemps. C'étaient les marguerites qu'elle préférait. Elles étaient fanées, maintenant. Des familles se rassemblaient en petits groupes près de l'entrée. Les gens jetaient un coup d'œil dans ma direction, certains avec surprise, d'autres avec confusion. J'ai vu des chuchotements se propager parmi eux, comme le vent dans les hautes herbes. « C'est elle, Olivia. Je croyais qu'elle était partie. C'est un uniforme ?» Je suis entrée quand même, les épaules carrées, le menton levé. La main de mon mari a effleuré mon dos, me rappelant que je n'étais pas seule, plus maintenant. Ma mère reposait dans le cercueil à l'avant. Je m'en suis approchée lentement, l'air épais de lys et de chagrin.
Elle avait l'air en paix, plus vieille, plus mince, mais c'était indéniablement elle. La douleur qui s'est élevée dans ma poitrine m'a donné l'impression qu'elle allait me fendre en deux. J'ai posé le bout de mes doigts légèrement sur le bord du cercueil et j'ai murmuré « Je suis là, maman ». Des larmes ont glissé sur mes joues, chaudes et silencieuses. Je ne les ai pas essuyées. Puis, j'ai senti des yeux posés sur moi, lourds, familiers. Je me suis retournée. Mon père se tenait à l'autre bout de la pièce, les bras croisés, l'expression illisible mais froide. 20 ans avaient gravé de profondes rides sur son visage, mais sa fierté rigide était la même. Il n'a pas bougé vers moi. Pas encore. Il observait simplement, comme pour évaluer si je méritais de me tenir à côté du corps de ma propre mère. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il croyait toujours avoir le droit de me juger. Mais le règlement de compte entre nous ne faisait que commencer. J'ai senti que mon père m'observait bien avant qu'il ne fasse le moindre pas dans ma direction. Son regard était comme un poids appuyant entre mes omoplates, lourd, plein d'attente, presque impatient. C'était le même regard qu'il me lançait quand je ramenais de la boue dans la maison. Le même regard qui me faisait me recroqueviller quand j'étais enfant. Mais maintenant, debout dans mon grand uniforme de la marine près du cercueil de ma mère, je ne me suis pas recroquevillée. Je ne me suis pas repliée sur moi-même. J'ai simplement respiré, laissé le chagrin s'installer dans mes os, et je me suis rappelé qui j'étais devenue. Finalement, il a bougé. Ses pas ont résonné sur le sol usé de l'église. Lent, délibéré, portant ce même vieil air d'autorité. Lorsqu'il m'a rejointe, il s'est arrêté juste assez près pour que je puisse sentir la légère odeur de lotion après rasage, une vieille marque qu'il avait utilisée toute mon enfance. Les souvenirs m'ont frappé comme un vent glacial. Olivia. Sa voix était sèche, comme si les 2 décennies que nous avions passées séparées n'étaient qu'un inconvénient mineur, plutôt qu'un canyon qu'il avait creusé de ses propres mains. Je me suis tournée vers lui. « Papa ». Il m'a dévisagée de la tête aux pieds, non pas avec émerveillement ou fierté, mais avec une sorte d'évaluation suspicieuse. Ses yeux se sont attardés sur mon uniforme, sur les médailles, les rubans, les barrettes sur mon épaule. L'espace d'une brève seconde, j'ai cru voir une lueur de reconnaissance, peut-être même de l'admiration, mais ensuite sa bouche s'est pincée, l'effaçant. « Alors tu es venue » a-t-il dit, comme si le simple fait d'être présente nécessitait son approbation. « Je suis venue pour maman » ai-je répondu d'une voix égale. Il a déplacé son poids, la mâchoire serrée. « Ta mère posait des questions sur toi tous les jours, tu sais. » Les mots étaient tranchants, presque accusateurs. « Mais tu n'es pas rentrée. » Une douleur familière est montée dans ma poitrine, ce vieux mélange de culpabilité et de colère. « Elle aurait pu appeler » ai-je murmuré. « Elle avait honte » a-t-il lâché. Je l'ai dévisagé. « Honte de quoi ? Que je tombe enceinte à 16 ans ou que tu m'aies jetée à la rue ?» Ses yeux se sont durcis. « Tu as fait tes choix, Olivia. Les choix ont des conséquences. J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait. Je t'ai donné une leçon. » C'était là. La même justification à laquelle il s'était accroché 20 ans plus tôt. L'orgueil déguisé en droiture. J'ai senti mes mains se serrer en poing le long de mon corps, mais j'ai refusé de laisser la colère prendre le dessus. J'avais travaillé trop longtemps et trop dur pour le laisser me ramener à la jeune fille que j'étais autrefois. Il s'est penché, baissant la voix. « Alors, as-tu fini par l'apprendre ?» J'ai cligné des yeux. « Apprendre quoi ? Que tu avais tort ?» Il a dit « Que tu avais gâché ta vie. Que tu m'as prouvé que j'avais raison. » J'ai laissé échapper un lent soupir. Dans le silence du funérarium, le poids de ces mots a atterri avec une lourdeur sourde. Il croyait sincèrement que mon succès, mon service, mon enfant, ma vie, s'étaient produits à cause de ce qu'il avait fait. Comme si le fait de m'abandonner m'avait en quelque sorte forgé en quelque chose de digne. « Tu penses vraiment ça ?» ai-je demandé doucement. Il a levé le menton, confiant, se rengorgeant. « Tu as mieux tourné grâce à ce que j'ai fait. Un jour, tu me remercieras. Ça aurait été risible si ce n'était pas si tragique. »
Cet homme, cet homme rigide et plein de fierté, était si désespéré de protéger son récit qu'il ne pouvait pas voir la vérité qui se tenait à quelques centimètres de lui. Avant de pouvoir répondre, j'ai senti mon mari s'approcher. Il me laissait de l'espace, mais sa présence était une force stabilisatrice. Les yeux de mon père se sont tournés vers lui, se plissant légèrement, comme s'il essayait de déterminer si cet homme était un ami, un étranger ou une menace. « Et qui est-ce » a demandé mon père d'un ton méprisant. J'ai redressé les épaules. Ma voix était calme, mesurée. « Eh bien, voici mon mari. » Mon père s'est figé, pas de façon dramatique, ni théâtrale, mais comme un homme soudain privé de souffle. Son regard s'est braqué sur la posture de mon mari, le signe de tête respectueux, la confiance tranquille qui émanait de lui. Mon mari a tendu la main. « Monsieur » a-t-il dit chaleureusement, « c'est un honneur de vous rencontrer. » Mon père a hésité. Quand il a finalement pris la poignée de main, il a légèrement grimacé face à sa fermeté. Mon mari ne contractait pas ses muscles ou ne montrait pas sa domination. Il était juste lui-même, solide, ancré, un homme bâti sur la gentillesse, pas sur la cruauté. Mon père s'est raclé la gorge. « Et que faites-vous » Mon mari a répondu simplement. « Je suis un vétéran de la marine. J'ai servi 12 ans. Je travaille maintenant dans les services d'intervention d'urgence. » Une lueur de surprise a traversé le visage de mon père. Il a regardé entre nous deux à nouveau, entre mon uniforme, la présence ferme de mon mari, et la vie qu'il s'était persuadé que j'étais incapable de construire. Il a essayé de se reprendre. « Eh bien, je vois que tu as trouvé quelqu'un qui t'a remise dans le droit chemin. » L'expression de mon mari s'est adoucie, mais sa voix est restée ferme. « Monsieur, votre fille n'avait pas besoin d'être remise dans le droit chemin. Elle avait besoin de soutien. Et c'est la personne la plus forte que je connaisse. » Les mots ont résonné comme un coup. Pour la première fois, la bravade de mon père s'est fissurée. Ses yeux ont parcouru la pièce, comme s'il réalisait soudain que d'autres personnes en deuil jetèrent des regards dans notre direction, chuchotant doucement. J'ai entendu une dame âgée murmurer « C'est Olivia. Elle est dans la marine, maintenant. » Une autre a dit « Elle ressemble tellement à sa mère. » La mâchoire de mon père s'est contractée. Il avait passé 20 ans à contrôler un récit, ma disparition, ma honte, mon échec. Mais maintenant, ici, je me tenais en grand uniforme avec un mari qui me respectait et une vie enracinée dans une force qu'il n'avait jamais imaginée. Il a reculé, comme s'il avait besoin d'espace pour assimiler ce qu'il voyait. « Tu as l'air différente », a-t-il marmonné. « Je suis différente », ai-je répondu, parce que j'ai dû devenir quelqu'un que tu as refusé de croire que je pouvais être. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'en est sorti. Le silence entre nous s'est étiré, lourd et inflexible. Mon mari a cherché ma main. Je l'ai prise. Et pour la première fois en 20 ans, mon père n'avait rien à dire. Le règlement de compte n'était pas terminé, loin de là. Mais à ce moment-là, l'équilibre avait changé. Non pas parce que je l'avais humilié, non pas parce que j'avais haussé le ton, mais parce que ma vie contredisait chaque jugement qu'il avait jamais porté sur moi, et il le savait. La réception après les funérailles a eu lieu dans la salle paroissiale de l'église, une pièce ordinaire avec des murs beiges, des chaises pliantes en métal et de longues tables recouvertes de nappes couleur crème. Ça sentait légèrement le café, les œufs mimosa et les lys que les gens avaient apportés pour ma mère. Les conversations murmuraient comme un bruit de fond statique, bas, constant, ponctué par un petit rire occasionnel qui semblait déplacé dans une pièce remplie de chagrin. Je suis restée près de l'entrée pendant un moment, ayant besoin d'espace, besoin d'air. Mon mari m'a serré la main avant de la lâcher pour que je puisse respirer par moi-même. Les gens sont arrivés au compte-gouttes, certains me reconnaissant immédiatement, d'autres me fixant avec une vague curiosité avant que leurs yeux ne s'écarquillent de réalisation. Une femme dont je me souvenais vaguement de mon enfance, les cheveux gris désormais coupés courts, son gilet décoré de cardinaux brodés, s'est approchée timidement de moi. « Olivia, c'est vraiment toi ?» J'ai esquissé un petit sourire. « Bonjour, Madame Thompson. »« Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, pressant une main sur sa poitrine.
Ta mère parlait de toi, tu sais. Pas ouvertement, mais à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Ses yeux brillaient. Elle aurait été si fière. J'ai dégluti difficilement. Merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. D'autres sont venus, 2 anciens voisins, d'anciens professeurs, des gens qui se souvenaient du scandale, mais qui s'étaient adoucis avec le temps. La plupart offrèrent des condoléances mêlées d'une admiration hésitante lorsqu'ils jetaient un coup d'œil à mon uniforme. Pas un seul d'entre eux n'a posé de questions sur le bébé que j'avais eu à 16 ans. C'était comme si l'âge avait poncé les aspérités de leur jugement. Mais à travers tout cela, je sentais la présence de mon père comme un nuage de tempête planant à l'autre bout de la pièce. Il se tenait raide près de la table des rafraîchissements, les bras croisés, la mâchoire serrée, observant la façon dont les gens interagissaient avec moi. Chaque fois que quelqu'un me complimentait sur mon service, sa posture se raidissait davantage. Chaque fois qu'un voisin disait « Votre fille a bien tourné », son visage se contractait très légèrement. Il ne s'attendait pas à ça. Pas au respect, pas aux éloges murmurés, pas à la façon dont les gens me regardaient avec chaleur au lieu de pitié. Je n'étais plus la honte chuchotée de la ville. J'étais la fille qu'il avait chassée, qui avait construit une vie bien plus forte que celle qu'il avait essayé de contrôler, et ça le rongeait. Alors que la pièce se remplissait, mon mari m'a rejointe. Il est resté proche, une présence constante sans me faire de l'ombre. « Tu vas bien » a-t-il murmuré. « Je crois » ai-je dit doucement. C'est étrange d'être ici. Étrange comme si j'entrais dans un souvenir dans lequel je n'ai plus ma place. Il a hoché la tête. Parce que tu l'as dépassé. Avant que je puisse répondre, mon père a finalement quitté son coin qu'il s'était imposé. Ses pas étaient pas les plus rapides cette fois, impatients, instables, presque comme s'il craignait que quelqu'un d'autre ne m'atteigne avant qu'il ne puisse réaffirmer son récit. Il s'est arrêté directement devant nous, les épaules carrées, le torse légèrement bombé. « Olivia, je dois te parler », a-t-il dit sèchement. Mon mari n'a pas bougé, mais je l'ai senti s'adapter à la tension, prêt, si besoin. J'ai croisé les bras, reproduisant doucement la posture de mon père, mais sans l'agressivité. « Nous parlons ?» Ses yeux se sont posés sur mon mari. « Seul. » J'ai secoué la tête. « Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire ici. » Mon père a expiré bruyamment par le nez. « Très bien. » s'est-il redressé. « Tu as fait une entrée remarquée aujourd'hui. Tout ça... » Il a fait un geste vague vers mon uniforme. « C'est assez impressionnant, je suppose. »« Merci, » ai-je dit. « Mais ne pense pas que ça change quoi que ce soit, » a-t-il ajouté rapidement. La mâchoire de mon mari s'est serrée, mais il est resté silencieux. J'ai haussé un sourcil. « Vraiment ?» Mon père s'est lancé dans un discours qu'il avait clairement répété. « Les gens agissent comme si tu étais une sorte de héros, et ta mère... » Sa voix a vacillé brièvement. « Eh bien, elle a toujours trop cru en toi. Elle t'a dorloté, t'a laissé faire des erreurs. » Je l'ai regardé fixement. Tomber enceinte à 16 ans n'était pas une erreur. C'était difficile, mais ce n'était pas un échec moral. Il a ricané. « Tu as fait honte à cette famille. » J'étais une gamine effrayée, et au lieu de m'aider, tu m'as jetée dehors. Il a de nouveau croisé les bras. « Et regarde comment tu as tourné. »« Oui, » ai-je dit calmement. « Regarde comment j'ai tourné. » Le silence qui a suivi était épais, lourd. Il voulait s'en attribuer le mérite. Il voulait croire que sa cruauté m'avait en quelque sorte façonné en une histoire à succès, que son rejet avait été légitime, voire nécessaire. Mon mari s'est avancé juste assez pour être à mes côtés. « Monsieur, » a-t-il dit, d'une voix ferme mais respectueuse, « votre fille est exceptionnelle parce qu'elle a choisi le courage quand d'autres ont choisi le jugement. Elle a construit sa vie non pas grâce à ce que vous avez fait, mais au mépris de cela. » Le visage de mon père a viré au rouge. « J'ai fait ce que je pensais être juste. »« Non, » ai-je dit doucement. « Tu as fait ce que tu pensais qui protégerait ta réputation. Pas moi. » Des gens à proximité s'étaient subtilement tournés vers nous, ne fixant pas ouvertement, mais écoutant. Mon père l'a remarqué. Sa respiration s'est accélérée. « Je n'ai pas besoin de leçons de ta part, ni de la sienne, » a-t-il lâché,
donnant un coup de menton en direction de mon mari. Mon mari n'a pas scié. Je ne vous fais pas la leçon. J'énonce un fait. Vous voyez, une leçon apprise. Ce que je vois, c'est une jeune femme qui a élevé un enfant seul, a servi son pays, a gagné le respect par sa détermination et son intégrité. Et que sauriez-vous d'elle a aboyé mon père. Je sais, a dit mon mari calmement, que vous avez manqué de connaître les meilleures parties d'elle. Mon père a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Sa mâchoire bougeait, mais aucun mot ne se formait. Ses yeux allaient de moi à mon mari, puis aux gens qui observaient silencieusement. Pour la première fois, une véritable confusion, peut-être même de la peur, a traversé son visage. Il avait perdu le contrôle du récit. Il avait perdu mon contrôle. Il a reculé, chancelant, comme s'il réalisait que la pièce ne se ralliait plus derrière lui, que la fille qu'il avait chassée était revenue, non pas brisée, mais entière, plus forte qu'il ne s'était jamais permis de l'imaginer. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Ma vie parlait d'elle-même, et mon père a été contraint de l'entendre. Après que la réception a commencé à se clairsemer, la lumière du soir s'atténuant à travers les vitraux, je me suis éclipsée dehors pour respirer. L'air était frais, portant encore le parfum des lys de tout à l'heure, et le parking était calme, à l'exception du doux bourdonnement de la circulation lointaine. Je me suis tenue près du petit jardin que ma mère entretenait autrefois, des marguerites fanées, une terre fatiguée, et je me suis laissé ressentir tout le poids de la journée. Ma mère était partie. Mon enfance était partie. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de gelé depuis longtemps, commençait à dégeler. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi, des pas lents se sont approchés. Pendant un instant, j'ai espéré que ce soit mon mari, mais la cadence était différente, lourde ou inégale. Quand je me suis retournée, mon père se tenait à quelques pas, les mains enfouies au fond de ses poches de manteau, le visage rigide. « Olivia » a-t-il dit doucement. « Est-ce qu'on peut parler ?» Une partie de moi voulait dire non. Une partie de moi voulait s'éloigner et le laisser avec le silence qu'il m'avait accordé pendant 20 ans. Mais une autre partie, plus ancienne, plus stable, adoucie par la maternité et la discipline de la marine, savait que m'éloigner maintenant laisserait quelque chose d'inachevé en moi. « D'accord, » ai-je dit. Il a eu l'air surpris, comme s'il s'était préparé à un combat que je n'étais pas intéressée à mener. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a parlé. Il fixait le sol, les épaules se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration irrégulière. Finalement, il a dit « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. »« Je suis venue pour maman, » ai-je répondu gentiment. « Pas pour toi. » Il a hoché la tête, encaissant la vérité sans broncher pour une fois. Elle a toujours espéré que tu rentrerais à la maison. Elle gardait un tiroir de tes photos. Sa voix s'est serrée. Elle n'a jamais cessé de t'aimer. Ma gorge a brûlé. Je n'ai jamais cessé de l'aimer non plus. Il a dégluti difficilement, son regard se déplaçant vers la porte de l'église. Elle voulait te contacter de nombreuses fois. Mais Il a laissé sa phrase en suspens. Tu ne l'as pas laissé faire, ai-je dit, sans accuser, énonçant simplement ce que nous savions tous les deux. Son silence était un aveu. Une légère brise a fait bruire les fleurs mourantes. La mâchoire de mon père s'est serrée. Je croyais bien faire, a-t-il dit lentement. À l'époque, tu avais 16 ans, tu étais une enfant, et je... Il s'est interrompu. J'étais en colère, embarrassée. Je ne savais pas comment gérer ça. Alors, tu l'as géré en me jetant dehors. Il a visiblement tressailli, comme si les mots avaient touché une plaie à vif. Je me disais que c'était de la discipline. Il a murmuré. Que tu apprendrais, qu'un jour tu reviendrais et me remercierais. Sa voix s'est brisée. Mais j'avais tort. Je le vois maintenant. Je l'ai observé attentivement. Il ne jouait pas la comédie. Il ne se défendait pas. Il défaisait, pièce par pièce rigide, l'armure qu'il portait depuis le jour où il avait claqué la porte derrière moi. Il a jeté un coup d'œil à mon uniforme. J'ai entendu les gens parler de ton service, du genre de marin que tu es devenu.
Ses yeux se sont levés vers les miens. Tu as fait tout ce que j'ai dit que tu ne pouvais pas faire. Non, ai-je corrigé doucement. J'ai fait tout ce que tu as dit que je ne valais pas. Il a de nouveau baissé les yeux. Je sais, et je suis désolée. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Simples, imparfaits. 20 ans trop tard, mais réels. J'aurais dû te protéger, a-t-il murmuré. J'aurais dû t'aider. J'aurais dû soutenir ta mère au lieu de la forcer à choisir entre nous. Je l'ai laissé tomber, et je t'ai laissé tomber. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le pardon, pas encore, mais un relâchement des vieux nœuds serrés autour de mon cœur. Si tu t'excuses juste parce que les gens me respectent, maintenant, ai-je commencé. Il a secoué la tête vivement. Non, je m'excuse parce que perdre ta mère m'a fait voir exactement ce que j'ai perdu. Je ne peux pas la récupérer. Mais peut-être... Sa voix a tremblé. Peut-être que je n'ai pas tout perdu. J'ai laissé le silence s'étirer, me donnant le temps de respirer, de ressentir, de peser mon propre cœur. Honnêtement, j'ai pensé à Irène, à la gentillesse qui m'avait sauvée. J'ai pensé à mon enfant, au foyer que j'avais construit, à la vie que j'avais sculptée dans la pierre et la détermination. J'ai pensé à la voix ferme de mon mari disant à mon père qu'il avait manqué les meilleures parties de moi. Et puis, j'ai regardé l'homme en face de moi. Pas le tyran de mon enfance, pas la voix qui hurlait « Sors !» à travers une cuisine pleine de rôtis de bœuf et de peur, mais un homme fatigué, vieillissant, usé par les regrets. Je ne peux pas prétendre que le passé n'a pas existé, ai-je dit doucement, et je ne peux pas te laisser revenir dans ma vie du jour au lendemain. Il a hoché la tête, les yeux vitreux. Je comprends, mais... J'ai continué, me surprenant moi-même, mais je suis prête à essayer. Doucement, prudemment, pour maman, et pour moi. Son souffle s'est coupé. Merci, a-t-il murmuré. Je ne le mérite pas, mais merci. Je me suis approchée, non pas pour le serrer dans mes bras, mais pour offrir quelque chose de plus doux, une chance. Nous commencerons petit, ai-je dit. Un appel, peut-être un déjeuner la prochaine fois. Et ça doit être honnête, pas de fierté. On ne réécrit pas le passé. Il a hoché la tête à nouveau, la voix tremblante. Je peux faire ça. Nous sommes restés là un moment, deux personnes qui avaient autrefois partagé un foyer, mais avaient passé 20 ans à vivre de part et d'autre du silence. Et dans ce calme, quelque chose de nouveau a pris racine. Pas encore une relation réparée, pas encore le pardon, mais une possibilité. Un début. Quand je suis retournée à l'intérieur, mon mari a glissé un bras autour de ma taille. Comment ça s'est passé? J'ai expiré lentement. Pas parfait, mais honnête. Il a souri chaleureusement. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai regardé ma mère une dernière fois. Dans mon cœur, j'ai prononcé les mots que j'aurais aimé lui dire quand elle était en vie. J'y suis arrivée, maman. Je vais bien, et je rentre enfin à la maison. Non pas dans la maison où tu as vécu, mais vers l'amour dont tu as toujours espéré qu'il me trouverait. Au public qui m'écoute, en particulier aux plus âgés qui ont traversé leur propre tempête d'orgueil et de chagrin d'amour, je dirai ceci. S'il y a quelque chose de non dit entre vous et quelqu'un que vous aimez, dites-le pendant que vous le pouvez encore. La fierté n'a jamais guéri une seule blessure, mais l'humilité, l'honnêteté et le pardon, eux, peuvent reconstruire des familles entières. Merci de m'avoir écouté. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et n'hésitez pas à rester un moment. Il y a encore d'autres histoires, d'autres cœurs et d'autres guérisons à venir. Okay. Let me get into my position. Salvador, thank you so much for the breakthrough star. Thank you. Ah oui. He's just like, oh my lord, just dodge on time, that's all. Not a rocket science.
Salvador, thank you so much for the baby hippos. Thank you. I knew when that was gonna happen. Maybe jump next time? Land already, like, dang it! Ooh. Bullshit, because I did dodge that shit. Nah. And now everything goes down the drain. Shit! Shit! It's fine. I'm not nervous. You guys are. I am actually really nervous. Bastard. Get out. Like, the camera, it just sucks. Of course I'm gonna blame camera and game. Of course. Like, okay. I have my lock on. That doesn't mean that I want to stay there. Combo of 10 attacks. Okay, I'm not using Ash. I'm not gonna use Ash. How is it called even? Weapon Ash for a dodge because it doesn't even work. I get stuck. Not like stuck, but like I don't dodge on time with that BS. Oh, no. Redrum, thank you so much for the galaxy, you goat. Oh, no. Thank you, Redrum. I didn't hear no bell. Wait, what? I just lost 1,000,000 runes. Oh my. Desi, I feel bad for you. Redrum! Thank you so much. You absolute goat. I really appreciate it. Psycholab, thank you so much for that heart me. Thank you, thank you, thank you. Then change it. No, I'm gonna use the weapon. Weapon is so much better than the simple claws. All I'm saying is just that probably it's much better to use oh, no. How is it called? Just to use the dodge, as we already have. Sliding thing. We're gonna finish off the song. Gonna put the song of the boss fight instead. The song is nice. I agree. Just as Mr. Krabs said, keep playing while wait. Keep playing till you win. Oh, that's so true. Redrum with another freaking galaxy. Redrum. No. Pizza for the roses. Thank you. JFC, hello. And going pretty well. How are you doing? Let's go, Chad. Let's go. I think this music is more like sinks in and like just overall better atmosphere for the W. Oh yeah, sure. Did I just buffed up and then I just stood there? Yes, I did. Nice, GFC, nice. Oh my lord! Please don't do this to me. Please. Salvador, thank you so much for the pro conductor. What is that? Thank you, SCP. Thank you for the follow. Welcome in. I know that he's gonna do this attack, so why don't you just... Damn.
Landed on my head. Get off the freaking corner, man. Don't you even dare. Oh, I know he's gonna do this shit. Can you just do... Oh! Just dodge to the side. It's not that difficult. Oh my lord, chat. I'm just joking on this boss. Modded playthrough? Yes, it is. It is modded. Labas, Ivory, labas. Oh my lord. Ah! I feel like giving up at this point. For today. It's been already a freaking roller coaster of bullshit. And then this guy with his bullshit. Don't go there. Just don't. Yeah. Oh! I hate this boss. Chad, did I told you that I hate this boss? Probably. Get up! You finish your attack while I'm waiting for... Oh, this is so annoying. This is just so freaking annoying. With ranged weapon. Oh, Samuel, no. No, my build is completely different and I wouldn't do it. I prefer it this way, but it's just unbearable. He's just so aggressive. But he's much more aggressive in Graceborn than original. Like, you hit him once and there is no chance of you escaping the incoming attack, which is bullshit. It's not a chain attack. It's not like 2 attacks at once. Shit, what am I talking about? It's not combo attacks that he does, but the attacks come so freaking quickly. You cannot do anything. This, of course, yeah, I know. He does a combo of 4 attacks. I'm just gonna take my time. That's what I'm gonna do. Oh, I'm so screwed. Run. Shit! If I was... Oh my lord, what is going on? What is going on? Regum, thank you so much for the gifted subscription, you goat. Everything's so freaking right. It's just me. Regum, thank you so much for the gifted subscription, you goat. Thank you, you kind soul. Double your massive time. And I'm stuck. And I can't see shit. And I cannot even move. I cannot move. Ugh. Wow. Robert is cooperating. Oh my god. I don't know. Let me just do one thing. Sadly, wait, what is it? Let me do one thing first, and then I'm gonna say what I want to say.